Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre avec notre partenaire, la Délégation générale du Québec à Paris. Ce soir, nous avons l'immense joie d'accueillir Audrey Villemeny. Bonjour Audrey. Bonjour. En direct de, comment s'appelle votre lieu? Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth au Québec. Nous vous recevons ce soir pour votre roman qui est sorti le 12 janvier aux éditions Grasset qui s'appelle Blanc Résine. Pour vous interroger ce soir, nous allons à Roubaix où nous retrouvons Colline Ilmoine de la médiathèque de Roubaix Grand Plage. Bonsoir Colline. Bonsoir Nathalie, bonsoir Audrey. Alors ce soir, nous avons des librairies partenaires, Audrey et Colline. Nous avons la librairie Les Lisières à Villeneuve-d'Ascq et Croix. Nous avons la librairie Doucet au Mans et la librairie du Québec à Paris. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Audrey pendant qu'elle discute avec Colline et je me ferai une joie de venir vous les poser, Audrey, à la fin de votre entretien. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Bonjour Audrey. Je suis vraiment ravie d'animer cette rencontre en votre compagnie à l'occasion de la parution de Blanc Résine qui vient de sortir en France en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions Grasset. Alors, je dois dire pour commencer que c'est un livre qui m'a vraiment happée du début à la fin et qui m'a donné envie de découvrir le reste de votre œuvre qui est si singulière. Donc voilà, Blanc Résine. Et avec Blanc Résine, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque votre premier roman, Os, est paru il y a un peu plus de 10 ans maintenant, puisque c'était en 2011 chez Léméac, qui est votre éditeur québécois. Ensuite sont parus Les 100, que je peux montrer là, qui est une réécriture de Barbe Bleue, qui est sorti en 2013 au Québec et 2 ans plus tard en France, où il a remporté le prix SAD. En 2017, c'est le Corps des bêtes qui paraît. Le Corps des bêtes, qui a été très remarqué aussi à sa sortie au Québec et en France l'année qui suit. Mais ce soir, on est là pour parler de Blanc Résine, qui est paru chez Léméac en 2019, donc il y a déjà 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui arrive enfin chez nous en France, toujours grâce aux éditions Grasset. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez sinon nous résumer, parce que c'est un peu difficile, mais au moins nous présenter l'histoire de Blanc Résine en quelques phrases? C'est toujours un exercice un petit peu fastidieux que de résumer mes romans. Mais dans Blanc Résine, on est à la rencontre de deux personnages qui vivent de façon très différente avec une forme de marginalité, en fait. Donc, on a une jeune femme qui s'appelle Daha, qui est née de 24 autres femmes. C'est un peu complexe comme situation, et qui vit une vie très, très libre et qui vit avec, elle a des traits un peu particuliers, elle a une peau particulière, une attitude particulière. C'est une personnage qui est très marginale, qui va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Laure, qui lui est albinos et qui lui aussi, donc dans ce contexte de marginalité-là, vit très différemment son rapport aux autres. Son objectif à lui, c'est d'être accepté le plus possible par les gens qui l'entourent, alors que celui d'A, c'est de vivre selon ses propres règles le plus possible. Donc, l'histoire, c'est beaucoup l'amour et la complexité de cette situation-là où 2 personnes qui s'aiment veulent finalement vivre dans leur rapport aux autres de manière différente. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Audrey. Alors, vous l'avez dit, le roman tourne vraiment autour de ces 2 personnages centraux, donc Da et Laure. Dans le roman, la première, Da, en fait, elle parle à la première personne. On est vraiment plongé dans ses pensées, au cœur de ses sensations, alors que les chapitres sur Laure, il est raconté à la 3e personne. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait ce choix et peut-être aussi quel est le personnage qui vous est venu en premier? Quel a été le point de départ de votre écriture? Le personnage de Da est le premier qui est apparu, puis il est apparu très fortement. C'est une voix qui est très singulière, qui est très envahissante, puis qui est très, très riche, en fait. Donc, cette voix-là m'est apparue en premier. Puis, ce qui m'intéressait d'un point de vue littéraire, c'était vraiment le fait de faire en sorte qu'une voix à la première personne soit finalement plus omnisciente qu'une voix à la 3e, parce qu'en général, on va avoir l'effet inverse. Mais en fait, la voix de Daha devient une espèce de voix suprême qui gouverne tout, y compris l'histoire de Laure, puis son parcours, puis ce que lui vit. Donc,
Laure, son histoire est à la troisième personne, puis nous permet d'avoir une espèce de vue d'ensemble, mais la souveraineté du récit, c'est vraiment Daha qui l'a à travers ses propos à elle. D'accord, oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et vraiment on ressent toute l'histoire de Da, toutes ces sensations, c'est vraiment très, très impressionnant. Et ces deux personnages, hein, Laure et Da, ils sont complètement différents, vous l'avez dit, hein, tous les opposent, ils viennent d'univers très éloignés. La forêt pour Da, la forêt, le couvent, et la mine pour Laure, la mine, puis il a connu aussi la vie à la ville, la cité. Mais petit à petit, tous les deux vont s'apprivoiser, ils vont apprendre à se connaître, et c'est peut-être justement cette grande différence, presque ce gouffre entre deux, qui fait la force de leur amour, en fait, qui nourrit leur amour, même si c'est difficile et compliqué. Est-ce que j'aimerais savoir, du coup, si ce couple si contrasté, ça représente un peu votre vision de l'amour, votre vision du couple? C'est une bonne question qu'on ne m'a jamais posée. Je pense qu'en fait, ce que je voulais construire avec Da et Laure, c'était une union axée sur le respect de qui est l'autre, en fait. Da sait exactement qui est Laure, c'est quoi son parcours, pourquoi il a les réactions qu'il a. Laure accepte que Da soit une femme très libre dans des contextes où, en fait, c'est pas bien vu, c'est pas accepté, en dépit de son besoin à lui d'être reconnu par ses pairs. Puis le roman commence à basculer à partir du moment où cette capacité à reconnaître l'autre dans ce qu'il est entre en opposition avec les besoins de chacun, en fait. Donc, à partir du moment où c'est vraiment plus possible de concilier le respect de l'autre puis ses propres désirs, mais c'est là où la tension du roman se construit. Donc, d'une certaine façon, oui, je pense que l'amour, c'est ça, c'est-à-dire essayer d'entrer en relation compréhensible, la plus altruiste et bienveillante possible à l'endroit de l'autre, mais en étant encore conscient de qui on est. D'accord. C'est comme ça que je le dirais. Moi, je partage assez cette vision. Mais ce qui empêche, enfin, ce qui complique leur amour, c'est aussi les endroits où ils vivent, les sociétés dans lesquelles ils sont imbriqués. Et dans votre roman, il y a 5 espaces, hein, il y a vraiment 5 lieux dans lesquels vous nous plongez. On a d'abord le couvent dans lequel naît Da, ensuite la forêt où elle va grandir. Il y a également la Colco, hein, le nom de la mine de charbon où Laure va passer son enfance. Puis il y a aussi la cité où il va faire ses études de médecine et enfin la campagne où ils vont s'installer à la fin du roman, et où la campagne qui va être pleine aussi de règles, hein, puisque en fait ces univers, on se les représente vraiment parfaitement, hein, en quelques paragraphes, en quelques pages, on se les représente, vous les décrivez et on les ressent, on les vit, on les voit, hein, presque, et c'est des univers tous les 5 très contrastés, très différents, qui ont chacun leurs règles propres. Mais j'ai l'impression que parmi ces lieux, il y en a un seul qui peut être un espace de liberté dans lequel on peut vivre pleinement sa vie, c'est la forêt, malgré ses dangers, hein, parce que c'est un lieu qui est plein de dangers. Et est-ce que c'est comme ça que vous la voyez, vous, cette forêt, par opposition ce qu'on peut appeler le monde des hommes? Ben, c'est sûr que pour un personnage comme Daha, la forêt est le seul endroit où elle peut vivre librement. La forêt, ou plus largement, une espèce de lieu, de non-lieu libre. C'est des personnages très nomades. En fait, le personnage de Daha, puis sa fille Noé, qui est dans un autre livre, c'est des personnages qui sont caractérisés par le besoin de mouvement, puis de s'affranchir des règles sociales. Donc, à partir de ce moment-là, les seuls lieux où c'est vraiment possible de fonctionner librement sont la forêt, effectivement, la nature plus largement. Mais parallèlement à ça, un personnage comme Laure ne fonctionnerait pas librement dans la forêt. Il en a peur, il ne comprend pas les codes, il n'est pas à l'aise dans cet environnement-là. Donc, ce n'est pas une règle absolue que la liberté vient de la forêt. Pour Laure, la liberté venait en ville, en fait, aux endroits où il pouvait passer inaperçu. Au cœur de la ville, c'est l'endroit où il s'est senti le plus libre parce que, qu'il soit albinos ou pas, il n'y a personne qui s'arrêtait à son apparence, il n'y a personne qui le définissait de cette façon-là. Alors qu'évidemment, dans une mine de charbon, un enfant albinos, ça paraît beaucoup. Puis, sinon, au village où ils vont passer leur vie adulte, bien là encore, dans les lieux restreints,
cette marginalité-là, elle est très apparente. Donc, pour Laure, la liberté, ce n'est pas la forêt, la liberté, c'est la ville. Donc, ce n'est pas un absolu. Puis, tu sais, il n'y en a pas un des deux, à mon sens, qui a plus raison que l'autre dans son rapport aux environnements. C'est deux personnes qui vivent juste très différemment leur contact avec le milieu dans lequel ils sont. Oui, oui, effectivement, ils sont très, très liés à ces espaces. Et c'est vrai que vous n'avez pas de jugement, en fait, ni sur l'un, ni sur l'autre. En fait, ils sont comme ils sont, avec ce qu'ils sont. Ils se débattent avec ça tous les deux et ils essayent d'avancer, de se comprendre. Il y a un autre espace de la vie hein, où on navigue entre cette liberté et ces carcans, c'est la sexualité que vous abordez beaucoup, hein, que ce soit dans Blanc Résine ou dans vos précédents livres, je pense au Corps des bêtes. Et c'est une sexualité qui est très animale, en fait, qui est loin des carcans, loin des tabous, et qui est liée aussi à la façon que Da a de vivre sa féminité, qui est une féminité sauvage. Elle vit aussi cette féminité sauvage dans sa façon de vivre sa maternité, ses différentes maternités. Elle les vit de façon quasi animale. Et on a l'impression que vous envisagez vraiment un lien très fort entre la nature et la féminité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans ce projet-là, en fait, en général, oui, le rapport, mes personnages féminins sont souvent beaucoup plus près d'une forme d'instinct, d'intuition et d'animalité qui les met d'une certaine façon en opposition avec un monde des hommes qui serait plus industriel ou commercial ou axé sur... D'un côté, on a le fait d'accepter par les femmes qui acceptent d'être modulées par la nature, puis d'autre côté, on a les hommes qui essayent de contrôler cette nature-là. Donc, j'ai l'impression que ça prolonge un peu une vision féministe des choses, c'est-à-dire le besoin de contrôler ce qui serait plus naturel pour les femmes. Donc, il y a cette exploration-là qui était en place. Par rapport à la sexualité, spécifiquement, à mon sens, un personnage qui est très profondément en relation avec la nature ne peut pas avoir une sexualité qui est très cérébrale et très artificielle ou sans être artificielle, très construite socialement. Donc, les personnages que je mets en place ont généralement, surtout les femmes, une sexualité qui est très libre, qui est peu contrainte par les attentes, les normes, les a priori sociaux, mais qui en même temps n'est pas malsaine, même dans les situations où c'est particulièrement malsain. Mettons, je vais mettre entre parenthèses les sangs qui est un peu différent, mais les femmes qui ont une sexualité qui est animale, elles ont un rapport à leur corps qui est engagé et libre, puis même si la façon de le vivre qu'elles ont n'est pas la même que la nôtre, cette sexualité-là, à mon sens, elle est plus libérée finalement que problématique, disons. Oui, effectivement. Et on voit que c'est que Laure, par exemple, c'est une sexualité qui pourrait faire peur aux hommes. Hein. Enfin, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, un peu plus dans les sangs, justement. Mais que là, Laure, lui, il est plutôt fasciné, plus vraiment attiré par sa façon de vivre la sexualité, alors que les hommes du village, par exemple, sont dans une crainte, dans un jugement de la sexualité de Da. Et Laure a la capacité de s'émerveiller de ça, en fait. Mais il a une très grande capacité d'accueil de cette femme-là. Ça prend quand même un caractère assez particulier pour avoir l'ouverture, surtout dans un contexte social tel qu'on le met en place dans le roman, où il y a quand même beaucoup de règles. La place de la religion reste quand même encore importante. Le petit milieu du village restreint un peu les possibles aussi. Donc, d'avoir la capacité d'accueillir cette femme-là comme elle est, dans le contexte du livre. Ça fait de Laure, à mon sens, un personnage très intéressant aussi parce que ça montre une ouverture qui n'est pas celle des autres. Par rapport à la sexualité, tu sais, j'ai pas l'impression, on parle de la sexualité, mais j'ai pas l'impression que c'est différent effectivement de la maternité
ou même du rapport aux objets, aux lieux, à l'environnement. Tous ces morceaux-là qui constituent DAA sont tous guidés par une sorte... Tu sais, c'est un peu un animal en cage aussitôt qu'elle arrive dans un contexte social. Son urgence, c'est d'en sortir, d'essayer de comprendre si elle est en danger ou pas, d'essayer de comprendre. Tu sais, on a vraiment des réflexes plus animaux que sociaux. Mais je dis ça avec beaucoup de respect, en fait. Ce n'est pas du tout comme... Ça ne la diminue pas, cette femme-là, d'être dans ce rapport instinctif à son environnement. Ça la magnifie plus que ça la diminue. J'ai de la misère à expliquer tous ces morceaux-là aussi clairement que je voudrais. Non, c'est assez clair et c'est vrai que par contraste, le personnage de Laure qui, lui, n'a de cesse, comme vous disiez, d'essayer de se fondre dans la société, de passer inaperçu. Lui qui est albinos, c'est justement qu'on regarde, en fait, que tout le monde se retourne sur lui, il est regardé. Et voilà, lui, est-ce que c'est pas justement de cette différence, c'est le fait d'avoir eu cette différence qui lui permet d'accepter la différence chez Da, peut-être? Oui, puis le fait aussi que Da, elle le regarde absolument pas par rapport au fait qu'il est albinos. Elle le trouve beau, elle est intéressée par le fait qu'il est blanc, mais elle le regarde pas d'une façon décalée ou elle le regarde avec aussi énormément d'ouverture. Donc, c'est deux personnes qui ont besoin d'être accueillies comme ils sont, puis qui sont capables de l'offrir à l'autre parce qu'ils ont vécu les deux très différemment, mais ce besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont plutôt que pour ce que les autres voudraient qu'ils soient. Oui, c'est très fort. Il y a un autre thème qui est très, très présent dans votre livre, c'est celui du pouvoir de la nature, du pouvoir des plantes, puisque Da, elle fait preuve d'une grande connaissance de la botanique. Elle est capable, elle aussi, de soigner. Et ça se complète, puisque Laure, lui, elle a fait des études de médecine. Elle n'a pas fait ces études-là, mais elle connaît les plantes. Et d'ailleurs, elle va tenter de transmettre son savoir à Cléo, qui est une petite fille du village qu'elle rencontre, une petite fille assez sauvage, une paria, en qui elle va se reconnaître en fait et qu'elle va essayer de sauver. Et on sent du coup avec ça que la transmission du savoir ancestral de la botanique, ça vous est assez cher et on voit que vous l'avez étudié puisqu'à la fin du livre, on retrouve de nombreuses références. Et j'aimerais savoir du coup depuis quand la nature vous fascine, quel rapport vous avez au monde sauvage. C'est une question très vaste. La nature et m'intéresse surtout m'a d'abord intéressée pour son côté amoral et neutre. C'est vraiment ce qui m'intéressait de mettre en place dans mes livres. Puis, tout à coup, est apparu assez clairement que finalement, mon rapport à la morale est un peu un rapport équivalent à la nature. La nature ne se pose pas tant de questions sur ce qui est adéquat, ce qui ne l'est pas, ce qu'on devrait défendre, ce qu'on ne devrait pas défendre. La nature est. Puis c'est ce que je voulais avec mes personnages, puis avec mes livres. Donc, qu'ils soient hors d'un espace de moralité qui tranche, en fait, là, qui dit ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Donc, la nature, je suis d'abord allée littérairement vers elle, en fait, pour ce qu'elle avait à apporter dans mes textes. Je l'ai raconté souvent, j'ai eu très, très peur des chiens dans ma vie, d'une façon maladive, quand j'étais enfant. Puis, quand j'ai écrit Le corps des bêtes, j'ai observé énormément de vidéos d'animaux parce que, bon, il y a une très grande importance accordée aux animaux dans ce livre-là, puis à leurs actions, entre autres, leur façon de bouger, leur façon de réagir. Donc, j'ai passé des semaines à regarder des vidéos, à essayer d'écrire là-dessus, à essayer d'expliquer les comportements animaux par le texte. Puis, ça a complètement enlevé ma peur des chiens, ma peur, en fait, de tout. J'avais peur d'à peu près tous les animaux qui soient. Puis maintenant, j'ai 2 chiens absolument extraordinaires et complètement fous par moment qui m'auraient terrorisée avant. Et qu'aujourd'hui, je les trouve drôles, je comprends pourquoi ils réagissent de cette façon-là. Ma chienne, elle grogne, ça n'a pas de bon sens. Quand elle joue, elle grogne comme ça allait déchiqueter mon autre chien. Mais je comprends parfaitement que c'est un langage du jeu. Donc,
l'écriture est ce qui m'amène d'abord à la nature et non l'inverse. Maintenant, j'habite en campagne, entourée de champs. C'est très drôle. J'ai trouvé cette maison après avoir écrit Blanc Résine, après l'avoir publiée. Les oies jouent un rôle très important dans Blanc Résine. Puis, ma maison est directement dans le chemin de la migration des oies. Donc, je n'étais pas curieuse de la nature puis de la campagne avant d'écrire sur la campagne. Mais maintenant, c'est comme si je m'étais familiarisée avec ces codes, puis j'avais la capacité d'y être. Donc, c'est vraiment le texte qui m'amène à comprendre la forêt et non l'inverse. C'est pas mon rapport à la forêt qui m'amène à l'écriture de la forêt. C'est l'écriture de la forêt qui m'amène dans la forêt. En gros. D'accord. Et ces textes que vous avez étudiés sur la botanique, sur les connaissances des peuples autochtones, en fait, comment vous en avez eu connaissance Mais en fait, ça a été très intéressant, ce processus de création-là. J'ai fait des formations en herboristerie, des cours destinés à des herboristes sur la reconnaissance des plantes lors des promenades en nature, sur la cueillette, les formes de cueillette, moins sur les transformations, mais beaucoup sur l'identification. Ça a été un premier pas vers une meilleure compréhension des plantes qu'il y a au Québec, des plantes qui sont propres à la nature boréale, puis tout ça. Puis après ça, je me suis mis à faire des recherches vraiment beaucoup plus axées sur historiquement à d'autres époques, parce que maintenant, OK, aujourd'hui, on est capable d'utiliser telle plante. Est-ce qu'elles étaient utilisées avant? Est-ce que c'était celle-là qui faisait partie de la culture populaire? Parce que le savoir de Daha, c'est un savoir instinctif qu'on peut imaginer qu'il lui a été transmis, mais qu'il lui a été transmis pas par les livres, pas par une formation approfondie. C'est un instinct des plantes qu'elle a. Donc, j'ai été voir historiquement qu'est-ce qui était utilisé. Puis ensuite, je me suis beaucoup intéressée aux cultures amérindiennes, puis de voir comment les Premières Nations aussi avaient un rapport aux plantes qui était un petit peu différent. Les plantes utilisées n'étaient pas les mêmes ou pas de la même façon. Donc, à partir de là, le personnage de Daha, c'est comme un personnage qui a un savoir absolu de la nature. Donc, je voulais réussir à ce qu'on ne se dise pas, ah, OK, son savoir vient de l'herboristerie européenne, mettons. Ou, ah, c'est un savoir qui date du 19e siècle, de ce qu'on faisait à ce moment-là. Donc, j'essaie que cette culture-là soit très mélangée, puis que ça permette de créer une sorte d'instinct à cette femme-là plutôt que qu'elle ait une formation spécifique. D'accord. Et ça lui donne un petit côté sorcière, hein. On a un peu ce côté-là, et également aussi chez les sœurs chez qui elle a grandi, dans ce couvent, puisque le couvent Sainte-Sainte-Anne où elle a grandi, c'est un couvent qui est composé de femmes qui ont fui les hommes, en fait, hein, qui ont fui la violence des hommes et qui se sont constituées un couvent, mais un couvent sans règles, en fait, un couvent qui a leurs règles, alors qui a réussi, qui a pu avoir lieu, qui peut exister avec un prétexte avec lequel vous abordez un thème en filigrane qui est celui de l'évangélisation des peuples autochtones, hein. On en parle, le thème des pensionnats, puisque ça résonne en fait, hein, ce thème-là, puisque c'est le prétexte dans lequel ce couvent a été fondé. Mais en fait, elles disent que c'est fondé pour ça, mais ça ne se fait pas. Enfin, en fait, c'est un prétexte. Mais ça ne se fait pas. Puis non seulement ça, mais en fait, il y a des dialogues très ouverts. Daha, en fait, est un personnage particulier. Elle a comme une naissance universelle. Elle vient de ces 24 femmes-là et d'un clan amérindien qui s'appellerait les Olbak. Pas amérindien, mais Premières Nations, parce qu'on ne sait pas si on est en Amérique du Nord nécessairement, là, mais un clan des Premières Nations qui s'appellerait les Olbak. Puis, l'idée, c'est de dire qu'elle venait des femmes et de la forêt d'une façon très large et très vaste, puis que c'est un personnage qui frôle le mythologique dans le sens où ses origines sont un peu mystiques. Mais le naturel de la cohabitation entre les religieuses puis les Premières Nations vient un peu encore de la même chose que ce qui lie Laure et Daha, c'est-à-dire accepter l'autre comme il est, puis que l'autre nous accepte de la même façon. Donc, ces femmes-là se sentent en sécurité parce que
les Premières Nations sont pas dangereuses pour elles. Puis en même temps, les Premières Nations ne sont pas dangereuses pour elles parce qu'elles les laissent tranquilles. Puis il n'y a personne qui va essayer d'avoir un rapport de pouvoir sur l'autre. Je pense qu'en sous-plan, il y a cette question de relation hors du pouvoir est probablement celle qui m'habitait le plus dans tout le projet. Tu sais, hors hiérarchie, hors comment des gens qui finalement vivent selon leur propre code ont des relations plus saines avec les autres parce qu'ils sont capables d'accueillir les codes des autres aussi. Donc, on arrête d'être dans un jeu de contrôle ou d'oppression, puis on devient plutôt dans un dialogue vivant entre « OK, bon, moi, je suis de même, tout est comme ça », puis là, on est capable d'entrer en relation vraie plutôt qu'en relation hiérarchique. Donc, la religion est finalement très détournée parce qu'on est normalement dans la religion dans un contexte hiérarchique, mais ces femmes-là s'affranchissent de la religion en même temps que s'affranchissent du monde des hommes, au fond. Oui, c'est une très belle utopie, hein. C'est une vraie forme de sororité entre elles, c'est très fort, et en même temps, ça a ses limites, puisqu'en fait, à un moment donné, elles ne vont pas aller au bout de cette sororité, elles vont, pour pouvoir survivre, justement, pour pouvoir que le couvent survive, elles vont commettre une espèce de faute, hein, et du coup, c'est fort aussi de voir qu'il y a aucune utopie ne peut être parfaite. Enfin, en fait, c'est beau. Ben, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'utopie. Qu'est-ce qui... C'est un peu, encore une fois, ce qui se passe avec Daha et Laure aussi en fin de roman. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ces convictions lorsqu'elles sont en danger. Parce que c'est sûr que des gens qui sont habitués de vivre très libres, devant un arrêt de ça, vont être confrontés à des choix à faire, puis à des décisions à prendre. Oui, et le choix, voilà, le choix est un thème très très fort aussi dans votre livre. Et je voudrais vraiment insister aussi sur la beauté, sur la force de votre écriture, parce que moi j'ai vraiment rarement lu un texte aussi puissant, un texte qui m'a vraiment fascinée, qui m'a emmenée du début à la fin, même si au premier abord, hein, on peut être un peu déstabilisé, parce que dans les premières pages, avec le récit des premières années de Da, on ne sait pas vraiment où vous voulez nous emmener, et du coup, il faut vraiment se laisser emporter par votre écriture. Et voilà, on se laisse emporter, et on est plongé dans votre roman, qui est à la fois très surprenant, très maîtrisé. Voilà, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et jusqu'ici, vous aviez écrit des textes plutôt courts, hein, plutôt d'une centaine de pages, et aussi des nouvelles. J'ai vu que vous aviez publié des nouvelles au Québec dans des revues. Mais j'ai l'impression que là, avec Blanc Résine, votre écriture, elle prend une nouvelle ampleur, puisque là, ce roman, il fait un peu plus de 350 pages. Et je me demandais ce qui vous avait donné envie de changer d'échelle, si je puis dire, en tout cas de développer ce côté narratif. Mais en fait, j'avais pas le choix pour réussir à faire ce que je viens de publier au Québec à l'automne dernier, un livre de 70 pages. Donc, je ne suis pas constamment dans une échelle ou dans l'autre. Mais puis le projet sur lequel je travaille en ce moment, lui, va être long comme Blanc Résine parce que pour donner l'ampleur de ce que je voulais raconter là, j'avais besoin de cette latitude-là, de ce souffle-là. Le personnage de Daha est un personnage avec un souffle très lyrique et très emporté qui faisait en sorte que... mais en même temps, il est circonscrit dans certains moments spécifiques de sa vie, mais pour bien marquer, en fait, pour que quand on arrive à la fin, on comprenne, je voulais que tout soit en place pour que le lecteur puisse... Tu sais, je voulais vraiment que le texte soit amoral, puis je voulais que le lecteur arrive dans la réaction et de Da et de Laure, puis les comprenne les deux. Puis qu'il soit devant l'espèce de conflit intérieur de je comprends les deux, donc à partir de là, qu'est-ce que je fais avec la situation qui se présente à moi, tu sais. Et il y a une dimension très tragique à cette situation-là, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de coupable, il n'y a pas
il n'y a pas de résolution possible tant que ça. Donc, pour permettre d'arriver à ce stade-là, ça me prenait toute leur vie dépliée à travers différentes scènes. Donc, c'est vraiment les besoins spécifiques des intrigues qui vont guider la longueur des textes. D'accord. En tout cas, c'est réussi. Et on ressent vraiment tout ça. Et il y a aussi une des choses qui fait vraiment la beauté de votre écriture, pour moi, c'est votre attention à la langue. Parce qu'il y a vraiment dans le roman une profusion de mots rares, de mots précis, et également de mots qui sont issus des langues autochtones. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors pour nous, en France, déjà, c'est un grand plaisir, un grand dépaysement de lire des textes québécois, puisqu'il y a déjà cette langue québécoise. Mais chez vous, il y a encore une autre dimension, une couleur supplémentaire, grâce à la richesse du vocabulaire que vous employez pour tous les univers, hein, que ce soit celui de la mine, celui de la nature, et puis il y a justement du coup ces mots des peuples autochtones. Alors, je rassure les auditeurs, à la fin, il y a un petit lexique qui est d'une ou deux pages pour retrouver la signification de ces quelques mots. Et voilà, ça ne gêne pas du tout la lecture. Au contraire, ça lui donne vraiment une dimension très poétique. Et c'est ça qui fait qu'on est emporté avec vous dans la langue du roman. Du coup, je me demandais comment cette envie vous est venue de parsemer le roman de langue des peuples des Premières Nations et pourquoi vous avez fait ce choix. Mais en fait, j'étais devant une difficulté un peu avec le personnage de Daa qui a un pouvoir. On n'est jamais certain si c'est vraiment un pouvoir réel ou si c'est un mode de perception du monde, mais elle entend et comprend et parle toutes les langues de la nature. Donc, la sève dans les arbres, les fourmis qui se promènent, elle entend tous ces éléments-là. Puis, c'est une narration à la première personne. Donc, comment faire en sorte qu'un je puisse traduire cette espèce de compréhension totale de la nature? Comment faire linguistiquement ça? C'était un gros défi au départ. Les mots, il y a beaucoup de mots issus des Premières Nations, mais il y a beaucoup de mots aussi irlandais, écossais, russes, issus de différents rapports. En fait, pour les mots russes, on est dans le boréal. Du côté de l'Irlande, de l'Écosse, on est beaucoup dans le folklore, puis dans les mythes, dans des mythes différents de ceux qu'il y a au Québec. Donc, cette multiplication des langages-là, sa fonction pour moi, c'était de montrer cette capacité à comprendre toutes les langues de la nature, mais qui devient un peu une espèce de toutes les langues du monde, en fait. Donc, c'était un exercice très, très agréable, c'est de cibler quels éléments utiliser. Tu sais, j'ai fait attention aussi, je ne voulais pas que ce soit d'une nation spécifique parce que c'est un univers qui est imaginaire. Je ne voulais pas que ce soit un peuple en particulier. Donc, j'ai emprunté des mots. Il y a des mots australiens, il y a des peuples des Premières Nations australiennes, il y a des mots d'un peu partout. Puis, j'ai aussi décidé d'utiliser ces mots-là seulement pour désigner des plantes ou des animaux. Puis, c'est toujours dans des énumérations, fait qu'ils apparaissent. Mais comme ils sont entourés de plantes, mettons, dont on connaît les noms, on est capable de déduire, voici aussi une autre plante qui est nommée, ou voici un animal parce qu'on est dans une liste d'animaux. Donc, j'ai fait attention aussi que le contexte, qu'on n'ait pas constamment besoin d'aller consulter le lexique pour comprendre ce qui est dit, puis que le contexte suffise à décortiquer les mots qui sont moins fréquents. Oui, ça fait vraiment cet effet-là. Et il y a aussi quelque chose qui a une grande importance dans tous vos romans sur les prénoms, en particulier dans Blanc Résine, puisque là, les mères de Daa, c'est 24 mères dans ce couvent, elles choisissent de ne pas lui donner de nom à la naissance, mais elle va se baptiser en fait elle-même avec les premiers mots qu'elle prononce, et donc ça donne Daa. Et elle-même, Daa, elle décide de renouer avec cette pratique à la naissance, pas de ses premiers enfants, mais de son troisième enfant, contre l'avis de Laure, son père, puisque ça va contre les pratiques de la société. Et du coup, d'où vous vient cette idée-là? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En fait, ça venait remplir, il y a quelque chose de très fort à se nommer soi-même. Puis avec la voix omnisciente et toute puissante que je voulais créer pour Daa, ça me semblait un outil adéquat. Mais ça répond aussi à un enjeu beaucoup plus pragmatique, qui est que Daa et Laure sont les parents d'un personnage qui s'appelle Noé,
qui est présent dans Le corps des bêtes, puis qui est présent dans dans d'autres livres qui ne sont pas en France en ce moment, mais mes courts livres de 70 pages, c'est un personnage qui est récurrent dans ces contes-là. Puis le personnage de Noé est un personnage extrêmement particulier, qui est une enfant trouvée, en fait, qui arrive par l'eau, la rivière, là, dans un village, dans un autre village vraiment loin de tout ça. Puis, je voulais... C'est une jeune enfant, elle n'a pas de nom encore, elle ne sait pas comment... Fait que, si je l'appelais Noé, c'est comme si elle aurait pu donner son nom aux gens du village quand elle arrive plus tard. Si je lui donne un autre nom, comment le lecteur va faire pour faire le lien entre les deux? Je veux dire, à un moment donné, il faut lui laisser une chance. Donc, je me suis dit que le fait que Daa décide que Noé va se nommer elle-même, mais que Noé, qui est une enfant très particulière déjà et une adulte très particulière, se nomme pas, puis ne parle pas, puis elle décide de ne pas prononcer un mot. Donc là, ça rend fou son père parce que lui, il veut qu'elle ait un nom, puis c'est comme... Elle est rendue à 2 ans et demi, 3 ans, puis elle n'a pas de nom encore parce qu'elle n'a pas décidé de prononcer un mot. Tout ça permettait quand même de faire un pont avec moins de contradictions pour les autres livres. Puis tout en marquant aussi de façon assez claire le caractère de cet enfant-là en particulier. D'accord. Oui, donc vous l'avez mentionné, hein, le Blanc Résine, ça fait partie d'un cycle. Alors, sans qu'il s'agisse d'une véritable trilogie, hein, puisque c'est vraiment des romans qui peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres. Moi, j'ai commencé par Blanc Résine et voilà, on comprend tout à fait. Mais justement, on a plaisir à retrouver, notamment dans Le corps des bêtes, Noé qu'on voit naître dans Blanc Résine. Et voilà, on est vraiment là avec Blanc Résine dans une sorte de genèse du personnage de Noé. Hein, on est là-dedans. Il y a une dimension très forte, très mythique, très biblique, hein, dans vos livres. Et c'est très fort. Enfin, notamment avec aussi l'usage des différents prénoms et des sens que ça peut porter. Mais l'onomastique au complet de mes romans est un enjeu parce que j'aspire à une forme d'universalité dans l'univers que je mets en place. Tu sais, je veux que ce soit plus le temps du conte. Quand on utilise « Il était une fois », tout le monde a en tête c'est quand, mais c'est jamais il était une fois. Ce n'est pas un moment précis. Là. Ça ne représente pas une époque en particulier. Et pourtant, tout le monde comprend globalement on est où, on est quand. Je voulais évidemment sortir du conte, mais aller dans une romanisation de cette temporalité inexistante-là, de cette géographie universelle et inexistante à la fois. Mettons occidentale, là, parce que universel, c'est peut-être excessif, là, mais que ça ne soit pas au Québec, le village de Sainte-Élisabeth. Il y a des référents qui n'ont rien à voir au Québec aussi. Puis, vous parliez plutôt de la langue, puis les mots que j'utilise, ils ne sont pas plus communs au Québec qu'en France. Ce n'est pas une langue qui est québécoise que je mets en place, c'est vraiment une langue avec beaucoup d'argot, puis des lexiques très, très précis. Donc, c'est un jeu sur des mots perdus, puis des mots très pointus. Mais ça, c'est aussi toujours dans cette espèce de perspective de ne pas créer un contexte géographique fermé, puis de ne pas créer une époque spécifique non plus. Donc, les choix de lieux, de noms de personnages, tout est dicté par cette espèce d'impératif-là. D'accord. Je vois aussi que vous avez fait un choix de lieu vous-même dans votre vie, puisque vous vivez depuis peu de temps dans une maison qui s'appelle Sauvagine. Et c'est drôle parce que ça fait écho à la dernière rencontre spéciale Québec, hein, qui était sur le roman Sauvagine de Gabriel Fitoshiba. Et donc, du coup, l'écho est assez amusant. Et donc, cette maison Sauvagine, vous y vivez depuis combien de temps? Depuis 2 ans environ. Maintenant, je l'ai acheté juste avant la pandémie. J'ai été très chanceuse. Je suis sortie de 17 ans de vie à Montréal, au centre-ville, juste avant que le centre-ville ferme au complet. Donc, ça a été une très bonne décision. C'est une maison assez extraordinaire, puis qui me permet d'avoir beaucoup de projets en place en même temps. Elle a 225 ans, elle est sur un grand terrain où j'ai des jardins
qui nourrissent moi et des paniers alimentaires parce que ça fait beaucoup trop de nourriture sinon. Donc, ça rapproche beaucoup de l'espace de la création que d'avoir accès à un lieu qui lui-même est un peu hors du temps, un peu hors des normes. Ouais, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Bon, Nathalie, qu'on va peut-être faire place aux questions des auditeurs. Oui, je suis revenue et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Colline. Quel roman, Audrey. Moi, vous m'avez complètement cueillie. Je ne savais pas ce que j'allais lire. Effectivement, c'est très déroutant. Le début, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas si c'est un enfant sauvage, si c'est un animal. Vous avez un monde particulier. Et moi, je vais aller plus loin. J'ai l'impression que vous convoquez aussi le sens des lecteurs. Comment fait-on pour convoquer le sens des lecteurs? C'est très important pour moi, l'écriture des sens. Je ne peux pas dire que c'est un réflexe, tu sais, que c'est un exercice de OK, je veux faire ça. J'écris comme ça. Naturellement, ma perception du monde, elle est surtout sensorielle, elle est moins cérébrale et plus à travers les sens. Donc, quand je mets en place des personnages, surtout des personnages féminins, ça vient assez naturellement. Mais c'est sûr que c'est un monde de sensations, de textures, d'odeurs, de couleurs, de mouvements qui en rappellent d'autres, qui en prolongent d'autres. C'est un monde qui est pas du tout cérébralisé. Donc, je pense que c'est ce qui génère aussi un peu le réflexe de finalement entrer dans cet univers-là avec ses sens pour le lecteur. Il y a la puissance des mots, il y a la cruauté parfois de la forêt, de tout ça, mais il y a quand même une certaine esthétique, ça aussi je voudrais le souligner, donc il ne faut pas avoir peur d'aller en librairie chercher Blanc Résine, parce que vraiment vous allez rentrer dans un monde particulier. Et alors justement, Colline faisait référence à Gabrielle Filtoshiba qu'on a reçue, et il y a Claude, une fidèle des rencontres, qui demande, est-ce qu'on peut faire un parallèle de votre roman avec celui de Sauvagine de Gabrielle Filtoshiba en ce qui concerne la symbolique de la forêt et de la nature? Est-ce que vous l'avez lu, Audrey, le livre de... J'ai lu Gabrielle, mais pas Sauvagine, donc j'ai la misère à me prononcer sur celui-là en particulier. Mais c'est sûr que, tu sais, Gabrielle est dans le féminisme, dans l'écoféminisme, en fait, aussi dans un rapport à la nature qui est très fort, puis qui rejoint mes préoccupations. D'ailleurs, elle vient de sortir elle va sortir un recueil de poésie, La forêt barbelée. C'est moi qui ai fait la couverture de ce livre-là. Donc, on a assurément des échos l'une avec l'autre, mais je ne pourrais pas me prononcer pour Sauvagine spécifiquement, par exemple. Alors justement, on va parler de vos autres activités. Il y a Hélène qui dit « Vous n'êtes pas seulement romancière, mais artiste au sens plus large. Quelle est la part que vous accordez à l'image dans vos journées? Travaillez-vous l'écriture et l'image chaque jour, et la photographie ou une autre forme d'image ?» C'est très photographique, votre écriture. C'est très intéressant. Ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est depuis... Je vais recommencer ça. La photographie, ça fait très longtemps que j'en fais. Ça doit faire 15 ans environ. J'ai toujours beaucoup aimé ça, mais c'est quand ça adonne ou quand j'ai des contrats pour des portraits d'auteurs. Mais sinon, c'est « Oh mon Dieu, c'est beau, j'ai le temps de le faire, je vais aller prendre des photos. » Ça ressemble à ça. Depuis 2 ans, depuis que j'ai déménagé en campagne, j'ai une grande maison à moi toute seule où j'ai eu l'occasion d'installer des ateliers différents. Donc, mon sous-sol est un grand atelier d'impression. Ici, vous la voyez un peu, là, j'ai mon ancienne presse, qui est une presse à imprimer que j'utilise pour imprimer des caractères ou de la gravure. Je suis dans mon atelier d'art, vraiment, donc peinture, dessin, impression, mais j'imprime aussi en bas un peu aussi. Donc, puis là, j'ai un autre atelier qui est dans mon salon. J'ai comme un écran géant, puis je peux projeter des films ou quelque chose comme ça. Puis j'ai un grand espace de travail dans ce lieu-là où là, je fais vraiment de la gravure. Je vais là juste le soir, puis je me pars des films, puis là, je fais de la gravure. Puis j'ai un bureau où je fais du montage vidéo, de la photo, puis de l'écriture. L'écriture, elle se fait un peu partout. Mais comment ça s'organise dans mes journées? Je travaille tout le temps. Je dois travailler 12 heures par jour, mais je ne m'en rends pas tellement compte parce que je fais du dessin, je fais de l'écriture. C'est toutes des choses que j'adore. Donc, c'est pas épuisant, mais c'est constant. Puis, j'ai pas
le matin, j'écris, puis le soir, je fais, à part la gravure qui est vraiment le soir, là, le reste de ma journée, ça va être comment je me sens. Je pourrais passer 10 jours à vraiment avancer mon roman, puis après ça, le laisser travailler en arrière-plan pendant 3 semaines, puis pas y toucher. Puis après ça, passer une demi-journée à écrire, une demi-journée à faire de la gravure. C'est vraiment selon comment je me sens. Puis, je me rends compte que plus je vieillis, plus tout s'harmonise un peu naturellement. L'écriture devient mon jardin. Mon jardin vient prolonger ma maison transforme mon linge, mon linge m'amène à réfléchir à la place du vêtement et vient interférer dans l'écriture. Donc, c'est comme si toute la vie était assez cohérente et avec une grande cohésion autour de moi qui permettent de faire sens de tous ces morceaux-là. C'est dur de les distinguer vraiment les uns des autres. C'était une longue réponse, je m'excuse. Et est-ce que, donc vous êtes une artiste complète, j'ai envie de dire, est-ce qu'un jour on aura un roman graphique d'Audrey Wilmeny? Ben, en ce moment, je suis en train de travailler à un livre d'artiste qui va surtout qui va être tiré à 10 exemplaires à peu près, mais qui va faire l'objet. Puis, je n'exclus pas d'éventuellement publier, c'est un poème, il y a les sœurs Sioux dans Blanc Résine, là, qui sont des chasseresses, 5 sœurs toutes pareilles qui chassent le renard. Puis, c'est un poème d'une sortie de chasse de ces 5 sœurs-là ensemble, qui va être un livre illustré de gravures, puis tout ça. Donc, je ne sais pas où tout ça va me mener, mais en ce moment, j'ai vraiment un projet où l'image et le texte sont en fusion, qui est intéressant et qui me stimule. Alors, il y a Coralie qui est allée faire un tour sur votre site et qui demande, qui voudrait que vous parliez plus exactement d'une rubrique qu'il y a dans votre site, qui est un atelier exercice de vulnérabilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet atelier? Bien, en fait, oui, c'est comme un site à travers lequel je voulais, pendant la pandémie, entrer davantage en contact avec les lecteurs, puis les lecteurs, les personnes qui me suivent dans ma démarche graphique, les deux. Parce qu'écrire, c'est quand même long en matière de solitude, en matière de temporalité, de relation avec les autres. Donc, à travers ce projet-là, je voulais vraiment documenter toutes les étapes de création du livre que je suis en train d'écrire. Donc, qui s'appelle très provisoirement Peau de sang ou La Sauvagine, ou ça change constamment, là, mais qui raconte l'histoire d'une plumeuse d'oie. Donc, je voulais documenter toutes ces étapes-là, puis parallèlement, je documente aussi la création de mon livre d'artiste. Donc, c'est un projet qui veut démystifier un peu la pratique d'écriture. Puis, j'invite aussi des écrivaines à venir parler de leur propre pratique pour qu'on voit qu'il n'y a pas une façon d'écrire, qu'il n'y a pas une approche. Moi, j'enseigne la création aussi, puis cette espèce d'idée que il faut suivre une recette, suivre des étapes pour atteindre un résultat. J'essaie de la démystifier en montrant, tu sais, là, il y a 12 femmes qui ont écrit, j'en ai 24 autres que j'ai des articles qui vont être publiés dans les prochains mois. Ben, c'est 36 pratiques d'écriture différentes, là. Il n'y a personne qui travaille de la même façon. Donc, c'est un peu cette fonction-là, un lieu de dialogue sur l'écriture que je voulais mettre en place. J'ai vu passer une question aussi. Combien de temps vous avez mis pour écrire Blanc Résine, justement, ce travail solitaire d'écriture? Blanc Résine, ça a été un livre très bizarre à écrire. Très, très bizarre à écrire parce que je l'ai porté très longtemps, peut-être 4 ans en tout, mais je me suis installée, j'avais trouvé les voies, la voie d'A, entre autres, ça a été très difficile, mais une fois qu'elle a été trouvée, j'ai fait une résidence à Banff de 7 semaines, puis j'avais le premier chapitre et le deuxième chapitre, puis j'ai écrit tout le reste du livre pendant cette résidence-là. C'est comme si une fois que ces voies-là ont été trouvées, que je savais exactement ce que j'allais leur faire dire, ça a déboulé. Je ne ferai plus jamais ça parce que je suis revenue de là complètement épuisée, puis c'était très bouleversant, puis c'était très fatigant, puis ça a été dur de m'en remettre après. Mais pour ce livre-là, ça a été cette espèce d'urgence-là qui a eu lieu. Puis, ouais. Mais là, en ce moment, le rythme que j'ai, c'est au contraire, tu sais, ça avance
en continu de façon progressive un petit peu chaque semaine. Puis ça va me prendre 2 ans, puis ça va avoir pris 2 ans en petite pendant toute cette période-là. Donc, ça dépend beaucoup des projets, le temps que ça prend. Est-ce qu'il vous a appris des choses sur vous, est-ce que l'écriture de ce roman vous a appris des choses sur vous que vous ne soupçonnez même pas? Bien, énormément, mais ça fait tout le temps ça. C'est dur. En fait, c'est comme si on ne sait pas encore ce qu'on cherche quand on l'écrit, puis on le trouve après. Puis ça m'a amené à une autre phase de l'écriture déjà, d'un point de vue de compétences et de techniques. Ça m'a amené ailleurs. Puis ça m'a permis de réfléchir au sacré, de réfléchir à la féminité, de réfléchir à la question des cycles. C'est, une fois qu'on est hors de la religion, quel rapport on peut avoir au monde qui lui donne encore du sens, qui fait en sorte qu'on n'est pas dans un monde dépourvu de signification parce qu'on n'est pas croyant. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à mon rapport au sacré, à mon rapport à la spiritualité à travers ce projet-là. Est-ce que, Audrey, vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Oui, en fait, j'aurais plein de conseils à vous proposer, mais moi, je suis en train de lire Alain Farah, 1000 secrets, 1000 dangers. C'est vraiment très intéressant. C'est aussi, c'est un écrivain que je suis depuis ses premiers livres, mais il a changé un peu de registre, puis on est en voyage avec lui dans différentes temporalités, dans différents lieux. Je ne l'ai pas terminé, fait que je peux pas vous dire. C'est vraiment ce que je suis en train de lire moi, puis je suis happée dans ce texte-là, donc je vous le recommande. Est-ce qu'il est publié en France? Oui, on peut le trouver en France ou pas? C'est Le Cartanier, donc normalement, il est distribué en France. Ouais, oui. Oui, on peut le trouver déjà. Je vous le recommande. C'est très divertissant. Puis, c'est un voyage qui nous sort un peu de la monotonie actuelle. Moi, je vous recommande vivement, chers amis lecteurs, d'aller en librairie dès demain matin chercher Blanc Résine qui est sorti aux éditions Grasset, mais aussi d'aller voir les précédents livres. Et ça, je m'adresse à Colline parce que Colline donc, travaille à la médiathèque de Roubaix. Pourquoi la médiathèque de Roubaix était ce soir à la présentation? Est-ce que Colline, tu peux nous dire, parce qu'il y a un lien particulier avec la délégation générale du Québec, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu étais là ce soir exactement? Oui. Donc, je remercie vivement Mireille Lacroix, de la délégation générale du Québec, grâce à qui cette rencontre a pu être possible, puisque cette rencontre, il y a mon chat qui vous fait coucou, mais donc cette rencontre, elle a lieu dans le cadre de la saison culturelle québécoise. Là, je ne suis pas à la médiathèque, je suis chez moi, mais à la médiathèque, on organise toute une saison autour du Québec et à Roubaix de manière plus générale. Et dans le cadre de cette saison, il y a beaucoup de choses. Il va y avoir une projection de cinéma d'animation, une journée festive, mais aussi une soirée qui me tient vraiment à cœur, qui est une soirée autour des peuples autochtones en présence de Julia Blamy, qui a réalisé un film qui s'appelle Identité, et du romancier québécois Éric Plamondon pour son roman Takawan. Donc voilà, pour les spectateurs qui se trouveraient pas très loin de Roubaix, je vous invite à aller voir le site internet de la médiathèque où vous pouvez retrouver tout le programme. Et donc voilà, on a vraiment envie de faire découvrir la culture québécoise et puis évidemment la littérature et la vôtre, Audrey. Donc voilà, ce qui est très important, c'est de savoir aussi que quand vous ne trouvez pas en librairie les anciens livres des auteurs qui passent dans les rencontres, comme les livres d'Audrey, vous pouvez aller en médiathèque. Les médiathèques sont des fonds très importants pour ça. Donc vous retrouverez Os, les sangs et le corps des bêtes en médiathèque aussi. Audrey, nous étions ravis de vous avoir ce soir avec nous. Moi, j'ai vraiment découvert un auteur. Je vais aller lire vos précédents parce que je ne les ai pas lus. Je relirai Blanc Résine parce qu'il y a des choses qui sont très, très intéressantes. Vous m'avez déstabilisée. Vous m'avez emmené dans un terrain que je ne connaissais pas. Donc, merci d'avoir écrit ce livre si puissant, si beau et si bien écrit. Je vais vous laisser le mot de la fin, mais avant, je veux dire que demain, on se retrouvera à 19h. Nous aurons la chance d'avoir Sandrine Roudex pour son livre qui s'appelle Pas la guerre, qui est sorti aux éditions Le Passage. Donc, merci Colline, et on va donner le mot de la fin à Audrey Villalby. Mais je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci de m'avoir si bien reçu et si bien lu. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous.
Parfait. Donc, belle journée. Je crois qu'il fait très froid, hein, moins 30, hein, c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure. Belle création. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt avec un livre graphique. Donc, vous faites des couvertures, c'est bon à savoir. Et j'invite tout le monde à aller voir le site internet de Audrey Wilhelmy et son Instagram parce qu'il y a des photos sublimes. Un grand merci, Colline. Un grand merci à la délégation générale du Québec à Paris. Un grand merci à la librairie Doucet au Mans, à la librairie du Québec à Paris et la librairie Les Lisières à Villeneuve-d'Ascq. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle soirée, Colline, et une bonne journée, Audrey. À bientôt.